La Lune tourne inlassablement autour de la Terre depuis la nuit des temps. Et dans le système solaire, d'autres planètes possèdent également un, voire plusieurs satellites naturels. Ce sont des corps célestes à part entière et ils sont fascinants. Certains pourraient même abriter des formes de vie. À première vue, une lune n'a rien de particulier. La plupart des planètes en ont une ou plusieurs qui sont en mouvement autour d'elle. Mais ce n'est qu'un aspect de ces astres. Nos ancêtres étaient bien plus poétiques. Au XVIe siècle, par exemple, Kepler disait « Les lunes servent à apporter de la lumière dans l'obscurité aux habitants des planètes qui peuvent aussi admirer leur magnifique lever et coucher. » Voilà l'image qu'on s'en faisait à l'époque. À l'heure actuelle, nous espérons qu'elles pourront nous apporter des matières premières et devenir des bases de colonisation. Mais voici les questions que nous poserons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une lune exactement? Comment se sont-elles formées? Et pourraient-elles abriter des formes de vie primitives? Dans l'univers, rien n'est immobile. La Voie lactée tourne autour de son centre, entraînant le Soleil dans son mouvement. Les planètes décrivent une orbite autour de leur étoile, et elles sont bien souvent entourées de lunes, qu'on appelle aussi des satellites. À l'origine, ce mot signifiait « compagnon ». Aucune forme de vie n'a encore été découverte sur une lune, mais il faut dire que nous n'en avons étudié que quelques-unes. La nôtre a reçu la visite des astronautes du programme Apollo. Une sonde a atterri sur Titan, dans l'orbite de Saturne. Des autres, nous n'avons que des photos prises par des télescopes ou par des sondes. Il est temps pour nous de les explorer plus en détail. Les lunes ne sont pas toutes identiques, bien au contraire. Ganymède est plus volumineuse que Mercure et contient de la glace. Titan est doté d'une atmosphère dense et parsemée de montagnes, de rivières et de lacs similaires à ceux de la Terre. Io est aussi colorée qu'un arc-en-ciel et couverte de volcans actifs. Encelade est de taille moyenne. Elle ressemble à une boule de glace et éjecte des panaches d'eau gelée. Mais au moins, c'est une sphère. Les lunes, et particulièrement celles qui sont glacées, sont des objets fascinants. C'est encore plus vrai depuis qu'on a découvert des indices laissant penser qu'il pourrait y avoir des océans sous leur surface gelée. Ce n'est pas prouvé, mais on ne peut pas non plus écarter que la vie soit apparue dans certains de ces océans. Pour devenir aussi sphérique que notre Lune, un satellite doit accumuler une grande quantité de matière au cours de sa formation. Dans le cas contraire, sa gravité ne sera pas suffisante. Ceux qui remplissaient ce critère sont assez rares. Quant aux autres, plus ils sont petits, plus leur forme est irrégulière. Autour de Mars, par exemple, Deimos ressemble à une pomme de terre. Mais les planètes ne sont pas les seuls corps célestes à avoir de la compagnie. De nombreuses planètes naines, et même des astéroïdes, en possèdent aussi. Ces dernières années, le perfectionnement des instruments a conduit à la découverte de centaines de lunes dans le système solaire. Mais comment les planètes et leurs satellites ont-ils vu le jour? Voyons ce qui s'est passé il y a 4,6 milliards d'années. Voici un disque en rotation, principalement composé d'hydrogène gazeux et de particules de poussière. Celles-ci vont entrer en collision et s'agglomérer, formant ainsi ce qu'on appelle des planétoïdes. Ces corps de différentes tailles sont entourés de disques de poussière. C'est à partir de cette matière que les lunes vont se créer. Parallèlement, les plus grands planétoïdes vont capturer les plus petits, lesquels vont à leur tour devenir des lunes. Au terme de cette phase, voilà ce qui se serait passé. Alors que le système solaire existe déjà, une planète relativement grande, d'environ la taille de Mars, va percuter la Terre.
C'est certainement comme ça que notre Lune s'est formée. Ce corps céleste, qui est entré en collision avec notre jeune planète, a été baptisé Theia par les astronomes. L'événement a certainement été spectaculaire. Il a forgé la Terre et la Lune, qui ont ensuite refroidi durant plusieurs milliards d'années avant de prendre l'apparence que l'on connaît. Actuellement, cette hypothèse semble la plus probable. Je crois que tous mes collègues estiment que la Terre a été violemment percutée par un objet aussi volumineux que Mars. Mais pas de plein fouet, plutôt sous un angle oblique. Après l'impact, une grande quantité de matière a été éjectée et s'est retrouvée en orbite, où elle s'est agrégée pour devenir la Lune. La Lune est le corps céleste le plus proche de nous et celui que nous connaissons le mieux. Les êtres humains ont toujours levé les yeux vers elle, émerveillés. Le disque céleste de Nebra, découvert dans le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne, a été fabriqué à l'âge du bronze, il y a environ 4000 ans. On y distingue clairement une pleine lune et un croissant. À croire que nos ancêtres comprenaient l'importance de l'attraction lunaire pour la vie sur Terre. Tout d'abord, elle nous permet d'avoir des saisons. Ce phénomène se produit parce que la Terre est penchée d'environ 23 degrés. En tournant autour d'elle, la Lune stabilise cet axe. Sans elle, notre planète se redresserait progressivement et on finirait par ne plus du tout avoir de saison. C'est donc grâce à la Lune que nous avons des conditions climatiques relativement constantes. Si la Lune n'était pas là pour maintenir notre axe, il oscillerait légèrement sous l'influence de l'attraction de Jupiter, puis du Soleil. Elle agit un peu comme un balancier sur un canoë. Et c'est pour cette raison que notre climat varie très peu. La Lune est également à l'origine des marées. Sans le flux et le reflux, y aurait-il eu de la vie sur Terre? Les estrans, en particulier, constituent des biotopes idéaux. C'est vraisemblablement dans ces milieux peu profonds, alternativement découverts et inondés, qu'évoluaient les premières formes de vie qui ont quitté les mers pour la terre ferme. Les zones de balancement des marées regorgent de nutriments nécessaires à la vie. On peut donc penser que c'est là que la vie est apparue. Sans la Lune, ces grands mouvements d'eau ne se seraient jamais produits, et la vie ne se serait peut-être jamais développée. C'est en se référant au cycle lunaire que nous avons créé les calendriers. Le terme « mois » est d'ailleurs le dérivé d'un mot indo-européen signifiant « lune ». Il désignait à l'origine la durée de ces phases successives. D'une nouvelle lune à l'autre, il s'écoule environ 29 jours et demi. Notre satellite régule donc en quelque sorte la vie sur Terre. Les phénomènes cycliques et réguliers sont tous liés à la Lune. Elle a donc une grande influence sur notre perception de la réalité et sur l'ordre des événements. C'est l'un de nos repères dans le temps avec les années. Je trouve que ça fait d'elle une amie fidèle que j'aime contempler. J'ai souvent en tête la berceuse de Matthias Claudius. Der Mond ist aufgegangen. La Lune s'est levée. À ce jour, elle reste le seul astre de l'univers sur lequel l'homme ait posé le pied. Pourtant, quand les membres d'équipage d'Apollo 11 décollent des États-Unis il y a plus de 50 ans, leur objectif prioritaire n'est pas scientifique. Il s'agit avant tout de devancer l'Union soviétique dans la course à l'espace. Ils rapporteront néanmoins de nombreux échantillons de roches lunaires dont l'analyse permettra de faire des avancées majeures. Il aura fallu attendre que des astronautes et des sondes fassent le tour de la Lune pour découvrir des différences très marquées entre ces deux côtés. La face visible est caractérisée par de grandes taches sombres, correspondant à d'immenses plaines de lave absentes de la face cachée. Celle-ci est principalement composée de hauts plateaux criblés de cratères d'impact. Cette particularité s'explique par la manière dont la Lune s'est formée. Les futures missions habitées, dont les préparatifs sont déjà bien avancés, pourront peut-être nous en apprendre davantage. La NASA prévoit d'installer une base où des astronautes pourront faire une halte avant de s'aventurer dans les confins de l'espace.
Les États-Unis ont mis en place un programme auquel ils ont donné le nom d'Artemis, la sœur jumelle d'Apollon. C'est une façon d'annoncer qu'ils enverront aussi des femmes cette fois-ci. Une série de structures spatiales devra être fabriquée. Il y aura le Lunar Gateway, par exemple, une station en orbite proche de la Lune. Elle servira uniquement de point de relais. De là, on pourra facilement descendre vers la surface de la Lune. C'est un projet très ambitieux que la NASA considère comme une première étape du voyage vers Mars. La Station spatiale internationale est actuellement le plus important programme piloté par plusieurs pays. Pour lui succéder, l'Agence spatiale européenne envisage la construction d'un village lunaire. Si vous voulez vous représenter cette structure, imaginez une base de recherche en Antarctique. Ça vous donnera une idée, mais ça ira beaucoup plus loin. C'est un projet bien plus complexe. Il pourrait permettre de développer de nouvelles technologies afin de fournir de l'énergie, par exemple. On y accueillera peut-être des touristes, c'est très possible. C'est un concept délibérément ouvert parce qu'on veut que les techniciens, les scientifiques et les chercheurs puissent lui attribuer toutes sortes de fonctions. Mais en dehors de ses intérêts scientifiques, ce voyage en vaut-il vraiment la peine? L'exploitation de l'hélium-3, par exemple, une source d'énergie potentielle, serait extrêmement coûteuse. La Lune est en quelque sorte un continent supplémentaire. Nous finirons tôt ou tard par lui trouver une utilité. Je ne sais pas si nous nous y installerons de façon permanente, car il y aurait de grands obstacles à surmonter. Mais on y retournera, j'en suis sûr. Depuis Apollo, nous savons que le mieux serait que le voyage, le séjour et le retour durent respectivement 3 jours. N'oublions pas qu'il y a 100 ans, c'était moins de temps qu'il n'en fallait pour aller de l'Angleterre aux États-Unis. À mon avis, quand il y aura une base où on pourra confortablement accueillir des gens pendant 3 jours, le tourisme deviendra une réelle possibilité. S'il y avait une navette pour la Lune et qu'on annonçait les premiers départs pour dans 10 ans, je pense qu'il n'y aurait déjà plus de billets. L'existence d'autres lunes que la nôtre nous est connue depuis plusieurs siècles. En 1610, le savant italien Galilée pointe le télescope qu'il a lui-même construit sur Jupiter. Il découvre alors ses 4 compagnons. Ce qui a étonné tout le monde, c'est que ces lunes se comportaient vis-à-vis de Jupiter comme les planètes le font avec le Soleil. Il confirme ainsi indirectement la théorie de l'héliocentrisme, qui place le Soleil et non la Terre au centre du monde. Io, Europe, Ganymède et Callisto, les satellites galiléens ont pris le nom des maîtresses et amants de Jupiter, le dieu romain. Depuis, des centaines d'autres lunes ont été observées. Nous en connaissons actuellement 92 autour de Jupiter, 82 autour de Saturne, 27 autour d'Uranus, 14 autour de Neptune. Quant aux planètes telluriques du système solaire interne, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, elles n'en possèdent que 3 au total. 1 pour la Terre, 2 pour Mars. Comment l'expliquer? Contrairement à leurs voisines, Mercure et Vénus n'ont aucun satellite et la Terre n'en possède qu'un. Même une planète naine telle que Pluton en a 5. Comment l'expliquer? Eh bien, tout dépend de la stabilité orbitale des lunes. Je vous explique. Imaginons que le Soleil se trouve à cet endroit. Et ici, il y a une planète. Je trace une ligne entre les deux. Prenons un point au hasard au-dessus. Voilà. Il faut maintenant déterminer si la force d'attraction exercée par la planète est supérieure à celle du Soleil.
Dans cet exemple, c'est effectivement le cas. La Lune va donc entrer dans l'orbite de la planète. Mais si je place un deuxième point ici, c'est l'inverse. Cette fois, c'est la force d'attraction du Soleil qui est supérieure. Cela veut dire que la limite de la sphère à l'intérieur de laquelle une Lune aura une orbite stable se trouve quelque part entre ces deux points. On appelle ça la sphère de Hill. Et il faut savoir une chose, plus une planète est proche du Soleil, plus sa sphère de Hill diminue, parce que la force gravitationnelle du Soleil augmente. Vénus a donc une sphère de Hill très réduite. C'est pourquoi il était peu probable qu'elle possède des lunes, tout comme Mercure. Mais plus on s'éloigne du Soleil, plus cette zone est vaste. C'est la raison pour laquelle les planètes naines telles que Pluton peuvent avoir un grand nombre de satellites. La sphère de Hill concerne d'ailleurs tous les objets célestes. Par conséquent, les astéroïdes peuvent aussi posséder leur propre lune. En principe, une lune peut même tourner autour d'une autre lune, mais ce phénomène n'a encore jamais été observé. Autour des petites planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, les compagnons sont rares. Le nôtre est particulier car il s'est formé de façon inhabituelle. C'est l'un des plus grands du système solaire. Comparé à lui, les deux satellites martiens sont de taille modeste. La Lune se trouve à 385 000 km de la Terre. Son diamètre est de 3500 km et il lui faut environ 27 jours pour effectuer son orbite. Les deux lunes martiennes sont bien plus petites et proches de leur planète, et elles en font le tour plus rapidement. Le diamètre de Phobos n'est que de 22 km. Elle se trouve à 9300 km de Mars et sa période orbitale est de 8 heures. Deimos ne mesure que 12 km de large, mais son orbite est de 23 500 km pour une période de 30 heures. Si on lançait une pierre sur Deimos, au lieu de tomber au sol, celle-ci se placerait en orbite autour de la planète rouge et deviendrait donc à son tour un satellite. Phobos et Deimos, soit peur et terreur en grec, sont les enfants de Mars, le dieu de la guerre. Ces deux compagnons n'ont été découverts qu'en 1877. Phobos traverse le ciel martien à vive allure. Il se lève et se couche 2 fois par jour, alors que les journées sur la planète rouge sont à peu près équivalentes à celles de la Terre. L'origine de ces deux satellites est incertaine. Selon l'une des hypothèses, il proviendrait de la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Jupiter et Mars. Cette ceinture contient un grand nombre de petits objets. L'un d'eux aurait été expulsé par la gravité de Jupiter et se serait retrouvé suffisamment près de Mars pour se faire capturer. On peut aussi supposer que Mars a subi de violentes collisions. On y voit des bassins d'impact, c'est-à-dire de larges cratères sur sa surface. Dans ce cas, de la matière aurait été éjectée, bien sûr, et on peut imaginer qu'elle n'a pas pu s'extraire du champ gravitationnel de la planète, et que finalement, elle a formé 2 lunes. Cette question pourrait trouver une réponse avant la fin de la décennie, grâce à la mission japonaise Martian Moons Exploration ou MMX. Son but sera d'étudier les satellites martiens et de rapporter des échantillons de Phobos. C'est sur ce dernier qu'il est prévu de faire atterrir un rover franco-allemand. Quoi qu'il en soit, l'avenir de ces 2 lunes est déjà écrit. Phobos s'approche peu à peu de sa planète et finira par la percuter dans plusieurs millions d'années. De son côté, Deimos s'éloigne progressivement. Dans un avenir encore plus lointain, elle pourrait quitter l'orbite de la planète rouge. Mais avant cela, l'un de ces 2 astres pourrait se révéler d'une grande utilité. À la fin des années 1950, un ingénieur aérospatial allemand a déclaré « Si Dieu avait voulu qu'on explore l'espace, il nous aurait donné une lune ». Il avait parfaitement raison. En effet, la Lune ne se trouve qu'à 3 jours de la Terre. C'est donc le terrain d'essai idéal pour savoir si nous maîtrisons les technologies nécessaires pour survivre en dehors de notre planète. Si nous voulons un jour envoyer une mission habitée sur Mars, mieux vaudra ne pas se lancer immédiatement dans cette descente si risquée. Il nous faudra un point de relais. Voilà pourquoi Phobos, la plus grande lune martienne, est si importante pour nous.
Peut-être irons-nous un jour encore plus loin, vers les géantes gazeuses du système solaire externe, ou les satellites de Jupiter et Saturne, lesquels sont très différents de ceux de la planète rouge. Ce sont des objets vraiment fascinants. Une grande partie de ces lunes éjectent des panaches de matière que nous pouvons analyser. On y a détecté de la vapeur d'eau et des molécules organiques. Cela fait naturellement de ces lunes des lieux où on pourrait rechercher des formes de vie. La plupart des 92 satellites connus de Jupiter sont de petits amas de roches. Nombre d'entre eux sont regroupés et possèdent des orbites éloignées d'une durée de 2 ans. Ils ont aussi un mouvement qualifié de rétrograde. Ils ne tournent pas dans le même sens que leur planète. Cependant, la liste des candidats ne cesse de s'allonger. Ils pourraient se compter par centaines en réalité. Ce sont les 4 lunes dites galiléennes qui intéressent le plus les scientifiques. Io, la plus proche de Jupiter, est parfois comparée à une pizza. Elle doit ses couleurs vives à la présence de soufre. Elle possède l'activité volcanique la plus intense du système solaire. C'est pour cette raison qu'elle est le seul grand satellite, à l'exception de notre Lune, légèrement inférieur en taille, à ne pas être gelée. Ses éruptions peuvent se propager jusque dans l'espace. À certains endroits, sa surface s'est soulevée ou affaissée sur 100 mètres parfois, sous l'effet de la force de marée de Jupiter. Io se réchauffe tellement à cause du frottement provoqué par Jupiter que tout est en fusion sous la surface. C'est ce qui explique que son activité volcanique soit aussi importante. On y trouve 1500 volcans en activité, bien plus que sur Terre. Et ils se réveillent très souvent. Les colonnes d'éruption peuvent atteindre 300 km de haut. Ça dépend de leur taille, bien sûr. Mais c'est le cas pour les plus grands volcans, Pelée et Prométhée, et ils éjectent du gaz dans l'espace. La matière solide ne monte pas aussi haut. Elle retombe et coule sur les versants comme la lave sur Terre. Dans le système solaire, le volcanisme est aussi courant qu'il l'est sur Terre. Ces phénomènes font office de soupape. Ils régulent les différences de température et de pression entre les régions chaudes et froides. Les entrailles des planètes et des grandes lunes se caractérisent par une chaleur extrême provoquée par l'agglomération de gaz et de poussière à l'origine de ces objets célestes. La décomposition d'éléments radioactifs et les forces de marée y contribuent également. Étant donné que l'espace est froid, les surfaces de ces planètes et lunes se sont très rapidement solidifiées. Ça a créé un environnement ressemblant à une cocotte minute fermée. Elles sont chaudes à l'intérieur et froides à l'extérieur. Selon les lois de la thermodynamique, l'univers tend toujours à l'équilibre thermique. Pour cela, la matière chaude qui est à l'intérieur doit être évacuée vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le volcanisme. À l'intérieur, ça bout, mais le couvercle est mis. Donc, la température monte de plus en plus et le couvercle finit par se fissurer. À ce moment-là, le magma coule à la surface et répand sa chaleur dans l'espace. Ganymède, la 3e lune galiléenne, est une géante. Avec son diamètre de 5262 km, c'est le plus grand satellite du système solaire. Elle pourrait d'ailleurs être qualifiée de planète, car elle est plus volumineuse que Mercure, tout en étant l'unique lune à posséder un champ magnétique. Comme presque tous les astres de ce type, elle est recouverte d'une croûte de glace, où l'on distingue des zones sombres parsemées de cratères, les plus anciennes, et des zones plus brillantes présentant des rainures. Cette surface cache probablement un océan. Ganymède étant un peu plus éloignée, elle est moins soumise à la force gravitationnelle de Jupiter. Sa croûte est donc plus épaisse et il y a un océan en dessous. L'intérieur est moins chaud parce qu'elle ne subit pas autant de compression et d'extension. Ça laisse supposer que cet océan sous la glace est à une étape relativement précoce de sa formation. Malheureusement, la croûte est tellement épaisse que nous ne pourrons certainement jamais l'atteindre. Callisto, la 4e lune galiléenne, contient également de la glace.
Sa surface, d'apparence sale, est la plus cratérisée du système solaire. Elle abrite probablement aussi un océan sous sa couche de glace de 200 km d'épaisseur. Callisto est tellement éloignée que Jupiter l'aménage un peu plus. Actuellement, elle est essentiellement composée de matière gelée. Les endroits qui ont l'air sales étaient constitués de glace mélangée à de la roche. Comme il n'y a quasiment pas d'atmosphère, la glace présente à la surface se sublime. Les molécules d'eau, H2O, disparaissent et il ne reste plus que de la roche. Voilà pourquoi ces zones sont très sombres. Enfin, voici Europe, qui est sans doute la lune la plus intéressante du système solaire. Elle posséderait aussi un océan subglaciaire. Chacune de ces lunes possède nécessairement une source de chaleur. C'est le seul moyen d'expliquer des phénomènes tels que le volcanisme et la présence d'océans liquides à une telle distance du Soleil. Les lunes peuvent donc se réchauffer. Mais d'où vient cette chaleur ? Pour le comprendre, nous allons examiner tout ça de plus près. Voici une lune. Ces satellites sont soumis à l'attraction gravitationnelle de planètes telles que Jupiter. Cette force décroît en fonction de la distance, ce qui signifie qu'elle se manifeste davantage sur la face la plus proche de la planète que sur l'autre face. C'est ce qu'on appelle la force de marée. Et ce phénomène entraîne une déformation des lunes. Il y a ensuite deux conséquences possibles. Si l'objet suit une orbite elliptique, la déformation sera plus importante quand il s'approchera de sa planète. Mais elle sera moins importante quand il s'en éloignera. Il y aura des fluctuations à ce niveau-là. Il faut aussi prendre en compte que la Lune tourne aussi et présente toujours la même face à sa planète. Ces déformations fluctuantes provoquent des compressions et des extensions massives. Plus un satellite est proche de sa planète, plus il génère de chaleur, comme nous l'avons vu avec Io et ses volcans. Plus il est éloigné, moins il génère de chaleur. Mais bien souvent, les températures restent assez élevées pour que l'eau soit liquide et donc pour qu'il y ait un océan. Un océan dans lequel il est tout à fait possible que la vie apparaisse. La recherche de formes de vie extraterrestres obsède les scientifiques depuis très longtemps. Actuellement, leurs yeux sont rivés sur Europe. C'est une candidate idéale, en raison du vaste océan subglaciaire qu'elle abrite potentiellement. Celui-ci pourrait contenir 2 fois plus d'eau que toutes les mers de la Terre réunies. Ce satellite a également une taille et une gravité satisfaisantes. Les conditions semblent donc favorables. Quand je parle de vie, je ne pense pas à des extraterrestres ou à des petits hommes verts. En tant que scientifiques, nous serions heureux de découvrir n'importe quelle forme de vie. Des bactéries, par exemple. Un système capable de se répliquer et de se reproduire. Ce serait déjà une chance incroyable. On suppose que la croûte de glace recouvrant l'océan d'Europe est relativement fine. Qui sait ce que l'on pourrait découvrir en dessous ? Si effectivement il y a une vaste étendue d'eau liquide sur Europe, elle est à l'abri des radiations du système jovien et du vent solaire. Et elle est au contact du noyau rocheux. Celui-ci aurait donc pu se dissoudre et enrichir l'océan de sel et de nutriments. Comme on peut le constater sur Terre, les mers sont des milieux propices à l'émergence de la vie. C'est là qu'elle a le plus de chances de se développer. C'est pour cette raison qu'Europe est considérée comme l'objet céleste le plus susceptible d'abriter une forme de vie extraterrestre. L'océan d'Europe offre peut-être des conditions similaires à celles de nos abysses. À ces immenses profondeurs, de l'eau très chaude riche en minéraux jaillit du plancher océanique à travers ce qu'on appelle des fumeurs noirs ou blancs. Cet environnement ne semble pas très accueillant. Pourtant, on y trouve des organismes extrémophiles, capables de survivre dans ce milieu hostile. On peut imaginer des phénomènes similaires sur Europe.
La Terre est toujours un bon exemple. Ce qui existe ici dans des conditions extrêmes peut aussi exister ailleurs. Les conditions d'Europe ressemblent peut-être à celles que l'on connaît autour des fumeurs noirs dans les grands fonds océaniques. La vie a-t-elle pu apparaître là-bas? Si oui, comment? Ressemble-t-elle à ce qu'on observe sur Terre ou y a-t-il plus de diversité? On ne le saura que quand on pourra accéder à cet océan. Les organismes extrémophiles, qui ont été assez peu étudiés par les biologistes, intéressent aussi les exobiologistes. On découvre sans cesse de nouvelles formes de vie exotiques sur Terre. Nous ne connaissons pas tous les êtres vivants qui peuplent notre monde. Ça signifie que dans notre système solaire, et même sur des exoplanètes, il pourrait exister des formes de vie qu'on ne peut même pas concevoir à l'heure actuelle. Il faut continuer à mener des recherches et garder l'esprit ouvert. On peut en effet imaginer des organismes ne dépendant pas des éléments indispensables à la vie sur Terre. Une certaine plage de température, de l'eau liquide, de l'oxygène et du carbone pour les plus importants. L'exobiologie envisage d'autres formes de vie possibles, ce qui me paraît crucial. Il faut oser aller vers des choses qui ne nous sont pas familières. On ne peut pas se contenter de chercher ce que l'on connaît. On a une vision plus large. On se demande si des formes de vie totalement différentes peuvent exister. Les cryovolcans d'Europe pourraient nous fournir de précieux indices. On les appelle ainsi car il s'agit de volcans de glace. Cette lune constamment façonnée par Jupiter possède certainement un océan subglaciaire en mouvement. Quand sa croûte de glace se fissure ou cède, de l'eau et des alluvions sont projetés comme du magma d'un volcan chaud. Dans le vide spatial, cette matière va rapidement geler et former des cristaux de glace. Ça se déroule toujours de la même façon. Il y a un corps chaud et l'espace qui est froid. Là, ce qu'on entend habituellement par chaud et froid importe peu. Dans l'univers, il fait entre moins 200 et moins 250 degrés. Que les corps soient à 1000 degrés ou seulement à 10, ils seront chauds en comparaison. Il y a toujours une grande différence de température et un équilibre à trouver. L'eau et les autres éléments ainsi évacués sont plus facilement observables que l'océan proprement dit. Et ils pourraient contenir des preuves de vie. La NASA a donc décidé de mener l'enquête. Elle va mettre sur pied la mission Europa Clipper, dont le lancement est prévu d'ici la fin de cette décennie ou le début de la suivante. Une sonde évoluant sur une orbite très elliptique autour de Jupiter survolera Europe à 45 reprises afin d'évaluer son habitabilité, sa capacité à accueillir la vie. Elle ne tournera donc pas directement autour du satellite. Ils vont se diriger vers Europe, mais ils ne pourront pas se placer sur son orbite. La sonde n'y résisterait pas. Ils vont donc s'en approcher au maximum avant de s'en éloigner considérablement, puis s'en approcher à nouveau. Ils feront ça plusieurs fois pour pouvoir observer cette lune sous tous les angles. Jupiter est en quelque sorte un immense accélérateur de particules. À partir d'une certaine distance, vous êtes pour ainsi dire dans un réacteur nucléaire. Un vaisseau spatial pourrait difficilement supporter ces conditions. Grâce à sa mission JUICE, l'Agence spatiale européenne espère devancer son homologue américain. La sonde étudiera 3 grandes lunes joviennes dont Europe, qu'elle frôlera plusieurs fois. Tous les détails n'ont pas encore été finalisés, mais il faudra évidemment disposer de tous les instruments nécessaires pour mesurer les variations de l'atmosphère, les radiations, les températures. Nous devrons aussi analyser les différentes régions du spectre électromagnétique. C'est un projet très complexe. Après avoir survolé Europe, la sonde sera mise en orbite autour de Ganymède, qui est plus éloignée de Jupiter et donc moins exposée à ses puissantes radiations. Ganymède est un satellite immense, bien plus grand que notre Lune. Son diamètre est d'environ 5300 km. C'est vraiment gigantesque.
On suppose qu'on peut y trouver des conditions propices à certaines formes de vie, mais pas à la surface, parce que les radiations de Jupiter sont beaucoup trop importantes. Elles nous réservent peut-être une surprise. Les scientifiques en quête de formes de vie dans l'univers attendent aussi beaucoup d'Encelade. Cette petite lune de Saturne, d'un blanc éblouissant, a été étudiée par Cassini, une sonde de la NASA. En analysant les images, les scientifiques, qui en savaient jusque-là très peu sur ce satellite, ont fait une découverte étonnante. Sa surface est parcourue d'étranges reliefs qui ont été surnommés rayures de tigre. Plus curieux encore, il éjecte des panaches d'eau jusque dans l'espace. Encelade est recouverte de glace. Mais au niveau du pôle sud, il y a des fissures dans cette croûte à travers lesquelles de l'eau jaillit. Cette eau retombe ensuite au sol sous forme de neige. Contrairement à la plupart des objets célestes qui sont obscurs, Encelade est brillante. Elle réfléchit plus de 90% du rayonnement solaire incident, car de la glace et de la neige se déposent constamment à sa surface. Une fois sur place, Cassini a rapidement confirmé que notre hypothèse était bonne. Il y a bien des volcans actifs qu'on peut comparer aux geysers présents en Islande. Ils envoient dans l'espace de grands panaches d'eau, ainsi qu'une grande quantité de particules de glace et différentes substances. Il y a aussi du méthane et des hydrocarbures plus complexes. Mais c'est essentiellement de la glace qui finit par redescendre vers la surface. Cependant, ces éléments éjectés ne retombent pas tous sur Encelade. Certaines particules joueront un rôle très spécifique dans le système saturnien. Une partie de l'eau expulsée par cette lune se retrouve dans les anneaux de Saturne. Cette matière n'est pas perdue. Elle entre dans l'orbite de la planète et après un certain temps, elle intègre ces anneaux. Ces corps qui se déplacent à grande vitesse indiquent la présence d'un océan sous la croûte de glace. On ne sait pas trop s'il recouvre toute la Lune ou si c'est juste une petite poche. C'est sûrement la deuxième option. Mais il n'est pas très grand. L'énergie de cet océan et du volcanisme ne peut provenir que de la friction de marées de Saturne. À propos de taille, n'oublions pas que le diamètre d'Encelade est de 500 km. C'est la distance entre Berlin et Munich. Son diamètre est donc plus petit que l'Allemagne. Malgré les dimensions modestes de cette lune, nombre de scientifiques supposent ou espèrent que son océan a engendré la vie. Je pense que c'est sur Encelade qu'on trouvera de la vie pour la première fois. Nous enverrons une sonde vers ces geysers d'eau qui se sont formés le long des failles glaciales et qui jaillissent à des kilomètres d'altitude. En les analysant, on détectera peut-être des acides aminés, des composés plus complexes, voire de la matière organique. Ça nous permettrait de conclure que ce satellite abrite une forme de vie primitive. Voilà comment on découvrira les premières traces de vie extraterrestre, selon moi. Encelade n'est que l'un des 82 satellites connus de Saturne. Et ce n'est pas le seul que nous avons pu examiner de près. La mission Cassini était un pari fou. Elle était très complexe, mais elle a atteint ses objectifs. Grâce à elle, nous savons exactement de quoi sont composés et comment se sont formés les anneaux de Saturne. On a aussi pu découvrir de nombreuses lunes et en survoler énormément. Mais l'exploration Huygens a été encore plus fantastique. Cette sonde de l'Agence spatiale européenne a réussi à se poser sur la surface de Titan. Elle nous a ensuite envoyé des photos stupéfiantes. Durant sa descente vers Titan, Huygens a filmé un monde fascinant qui paraît à la fois totalement inconnu et étrangement familier. Ces paysages évoquent la Terre. En dehors de notre planète, cette lune est le seul objet du système solaire dont la surface abrite des étendues liquides. On y trouve même des lacs et des rivières.
Cependant, la température y est de moins 180 degrés Celsius. Sous un tel froid, les lacs ne sont pas composés d'eau, mais de méthane liquide. Et les cryovolcans ne crachent pas de la lave chaude, mais de la neige. Titan est intéressante parce que son atmosphère contient de l'azote et des nuages de méthane. Sa surface est enveloppée de brouillard de méthane. Mais les températures sont loin d'être hospitalières. Il fait beaucoup trop froid. Au moment de l'atterrissage, commence une attente interminable pour l'équipe chargée de surveiller Huygens. En effet, les signaux radio de la sonde mettent un certain temps à parvenir jusqu'à nous. On a dû patienter 90 minutes pour savoir si on avait réussi. C'était très stressant, mais on a fini par recevoir quelque chose. Et en ce qui me concerne en tout cas, j'en ai eu le souffle coupé. On a d'abord survolé une immense vallée. Il y avait un littoral et des rivières qui coulaient dans la plaine. On se serait cru dans un avion au-dessus des côtes de la mer du Nord un jour pluvieux, parce que l'atmosphère de Titan est très dense. C'était vraiment incroyable. Cette mission a prouvé qu'une coopération internationale pouvait faire avancer l'exploration spatiale. C'est à bord d'une sonde américaine que l'atterrisseur européen Huygens a voyagé vers Saturne. Cassini a ensuite également servi à relayer les signaux radio émis depuis Titan. La NASA espère retourner sur cette lune d'ici quelques années. Elle envisage d'y envoyer un robot de type quadrirotor. La mission a été baptisée Dragonfly. L'objectif sera d'observer les différentes régions du satellite durant 2 ans et de déceler d'éventuels précurseurs de la vie dans les lacs froids de méthane. Imaginez une mission vers la Terre qui atterrirait dans le Sahara. Ça ne donnerait pas une image représentative de notre planète. Il faut donc qu'on puisse parcourir de grandes distances. Pour cela, on a besoin d'un drone. On pourra en utiliser un sur Titan parce que c'est la seule Lune qui ait une atmosphère. Sans ça, on ne peut pas voler parce qu'on ne peut pas générer de la portance. C'est comme pour les avions à hélice. Une autre lune de Saturne intriguait les scientifiques car elle semble régulièrement disparaître puis réapparaître. Il s'agit de Japet. Grâce à Cassini, nous savons désormais que sa face avant est aussi noire que de la suie, tandis que l'autre brille comme de la glace. Quand la première est tournée vers la Terre, l'astre devient pratiquement invisible. En revanche, la grande différence entre ces 2 hémisphères reste inexpliquée. Japet possède aussi une crête équatoriale qui lui donne la forme d'une noix. On ignore aussi comment cette structure s'est formée. Mimas, qui est une voisine, n'a rien de particulier, mais elle est tout de même très populaire car elle ressemble à l'étoile de la mort dans Star Wars. Saturne est aussi entourée de ce qu'on appelle des satellites bergers. Ce sont de petits objets qui donnent leur forme à ces anneaux en guidant les particules comme un berger dirige son troupeau. Les planètes telles que Jupiter et Saturne provoquent des marées sur leur lune, ce qui génère de la chaleur. Mais ce phénomène a une autre conséquence que l'on a pu observer sur notre propre satellite. À long terme, les forces de marée ont des répercussions très intéressantes. Elles créent une friction interne qui modifie la vitesse de rotation des satellites. Ils vont tourner de plus en plus lentement. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que la période de rotation de la Lune soit synchronisée avec sa période orbitale. À partir de ce moment-là, elle présente toujours la même face à sa planète. C'est ce qu'on appelle une rotation synchrone. Quand cela se produit, elle ne subit plus de compression et d'extension. Aucune chaleur n'est générée et la Lune se refroidit. C'est ce qui s'est passé pour la nôtre. On peut d'ailleurs observer des rotations synchrones un peu partout dans le système solaire, et notamment autour de Mars avec Phobos et Deimos.
Les effets de ces forces de marée sont encore plus évidents autour de Pluton, la planète naine située à l'extrémité du système solaire. Charon, l'une de ces lunes, possède un diamètre 2 fois inférieur au sien. Elle subit une telle force de marée qu'elle est en verrouillage gravitationnel. Elle présente donc toujours la même face à sa planète. Mais l'inverse est aussi vrai. Pluton et Charon tournent toutes les deux autour de leur axe respectif et de leur barycentre pour effectuer une orbite complète. Elles sont en rotation synchrone. C'est toujours le même côté de Pluton et de Charon qui se font face. Durant l'été 2015, New Horizons, la sonde de la NASA, s'est approchée de cet étrange couple. Les deux sphères de roches quelconques qu'on pensait découvrir étaient en fait des astres extraordinaires et colorés dansant l'un avec l'autre. Triton a aussi une particularité. Elle effectue en quelque sorte sa révolution autour de Neptune dans le mauvais sens. C'est également une grande lune glacée qui possède sans doute un océan subglaciaire. On dit que son orbite est rétrograde. Elle tourne dans le sens opposé à celui de la rotation de sa planète. Reste à savoir comment cela a pu se produire. Ce genre de système, ceux de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, se forment à partir d'un disque d'accrétion en rotation. Quand ils possèdent des lunes, elles vont naturellement tourner dans le même sens que ce disque d'accrétion ou que leur planète en l'occurrence. Pour celles qui ont une orbite rétrograde, les choses sont un peu plus compliquées. Cette anomalie peut se produire quand une lune est capturée. Un corps indépendant qui suivait une trajectoire différente va se retrouver trop près de Neptune, par exemple. Il ralentira et sera attiré dans son orbite. À la surface de Triton, la température est de moins 235 degrés Celsius. Cela fait d'elle la lune la plus froide du système solaire. La NASA aimerait également y envoyer une sonde, car nous ne disposons actuellement que des images fournies par Voyager 2, lors de son survol de Neptune durant l'été 1989. Mais pour voir le jour, cette mission nommée Trident devra éclipser d'autres projets en quête de financement. Aucun homme ne pourrait survivre sur des planètes telles que Jupiter ou Neptune. Leur gravité et leur pression sont bien trop élevées. Cependant, sur les nombreuses lunes qui les entourent, les conditions sont différentes. Peut-on imaginer s'installer un jour sur l'une d'elles, ou bien cela restera-t-il du domaine de la science-fiction ? Pourrait-on établir une colonie sur une lune? La réponse est oui, à condition qu'elle soit au moins aussi massive que la nôtre. Prenez Phobos, le plus grand satellite martien. Il est tellement petit que la gravité y est 1000 fois moins forte que sur Terre. Un petit saut et vous vous retrouveriez dans l'espace. Et si on allait y chercher des matières premières? Eh bien, je ne connais aucune lune qui soit uniquement composée d'or ou de diamants. Quant au reste, nous en avons suffisamment sur Terre. En revanche, les lunes pourraient faire de bonnes bases de lancement. Une dernière question pour finir. Y a-t-il quelque part des exolunes, des lunes en orbite autour d'exoplanètes? Nous savons aujourd'hui que c'est probablement le cas et qu'elles doivent être nombreuses. Cependant, elles sont encore plus petites que leur planète et donc très difficiles à détecter. Mais soyons patients, nous y arriverons peut-être un jour. Certaines lunes ne sont que des amas de roches stériles. D'autres sont fascinantes. Il y a plus de volcans sur Io que sur tout autre objet du système solaire. Les rivières et les lacs gelés de Titan nous émerveillent. Europe, Encelade et Triton cachent des océans sous d'épaisses couches de glace. Ils abritent peut-être des formes de vie. Les lunes du système solaire, compagnons silencieux des planètes, sont des astres uniques qui attendent de nous dévoiler leurs secrets. Nous les explorons grâce à des sondes de plus en plus perfectionnées. Et peut-être un jour, serons-nous capables de nous rendre directement sur place. Mais ce ne sera qu'un début, car la Voie lactée compte d'innombrables exoplanètes, et nombre d'entre elles doivent être entourées de lunes, qui nous réservent elles aussi de magnifiques surprises.